Très bien, merci beaucoup Christophe Prazuc, merci beaucoup Olivier Chaline pour l'invitation. Je suis très content de pouvoir présenter ce projet sur les Nordic Blue Humanities. C'est peut-être revenir en arrière sur la première page. Donc je vais vous présenter en fait, faire une présentation en trois moments. Le premier moment, c'est qu'est-ce que sont les Blue Humanities. Donc c'est un champ critique émergent qui est déjà assez développé dans le domaine de la recherche anglo-saxonne, mais qui n'a pas vraiment trouvé d'ancrage encore en France. Dans un deuxième temps, on se posera la question de la pertinence de ce champ critique sur le terrain qui est le mien, qui est l'espace culturel nordique. Et puis dans un troisième temps, ce projet émergent, qui est aussi un projet émergent, qui est en devenir, voilà, quelques mots sur notre vision et aussi sur son ancrage au sein de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université. Donc moi je suis professeur de littérature nordique, donc j'arrive avec un regard un peu particulier sur l'océan, et la proposition de ce projet, c'est un croisement des regards. On peut passer. Alors, commençons avec un poème d'un écrivain contemporain suédois sous forme de haïku. Stor och långsam vind från havets bibliotek, här får jag vila, donc en suédois, et en français, vent immense et paisible, bibliothèque de la mer, ici je peux reposer. Alors je cite ce poème pour cette magnifique expression qui sert d'introduction à l'exposé de bibliothèque de la mer. Donc Thomas Tranströmer semble répondre à l'invitation de Rimbaud dans Le bateau ivre. Rimbaud écrit « Et dès lors, je me suis baigné dans le poème. Le surgissement d'une poétique de la mer transforme l'eau, habituellement perçue comme une étendue vide et inhabitée, en un partenaire essentiel de la création de sens culturels. Donc ce n'est plus seulement un espace que l'on traverse. Ici, à travers la poésie, se révèle une manière dont les sociétés se saisissent de la mer tout en y posant son empreinte et sa trace. Car si l'océan est bien entendu un lieu commun, un trope éculé dans la littérature, en fait il n'est ni un lieu, ni un bien commun. Objet d'une Geography of Nowhere, selon l'expression de Kunstler, l'océan nous échappe en tant que territoire inoccupé, inhabitable, hostile, voire inhospitalier. Ou pour reprendre l'expression d'Alain Corbin, comme un espace irrémédiablement sauvage. Et finalement, c'est par la médiation des récits et des mythes, des mers et des océans, que la mer est originellement pensée. Donc, dans le projet ou dans les Blue Humanities, nous proposons immédiatement de dépasser l'étude des océans en tant qu'espace thématique, un espace privilégié certes de l'expression artistique, mais en inversant la perspective, et c'est ce que propose le champ critique émergent des Blue Humanities. Donc l'inversion de la perspective, c'est en fait prendre à contre-pied le fondement même de l'idée de culture, l'idée en l'opposant en quelque sorte avec l'idée que la Terre est avant tout une planète mère. Le terme de culture lui-même est empreint d'une pensée terrestre. Il s'agit de cultiver, et en fait c'est un point bloquant, car il ne nous permet pas d'embrasser la dimension maritime de la création esthétique et humaine. Donc si l'océan s'est imposé comme un topos incontournable dans la littérature et des arts depuis ses origines, on pourrait citer évidemment les écrits homériques ou les sagas islandaises, l'historiographie a surtout centré son attention sur l'étude de la mer dans son rapport à la Terre. Et en fait, il s'agit d'interroger le fondement de cette perspective en inversant le paradigme d'une culture qui ne serait plus vue depuis la Terre, mais depuis la mer, et de faire émerger des aspects méconnus, des marges de la culture, jusque-là laissés dans les interstices du savoir, et en fait de révéler une nouvelle manière de penser le monde. Donc la proposition des Blue Humanities ouvre une voie nouvelle pour analyser les récits, les pratiques et les paradigmes
qui surgissent, et ça c'est très important, dans l'interaction entre l'environnement marin et les êtres humains. Et pour cela, on se propose d'explorer de nouvelles modalités phénoménologiques de la créativité humaine dans un environnement a priori inhospitalier, l'environnement marin. Donc les Blue Humanities nous invitent à repenser notre rapport ontologique à l'océan et à l'environnement marin dans sa globalité, en le considérant cette fois-ci comme un espace de création et d'exploration, et également comme un lieu de vulnérabilité et de responsabilité. Donc les Blue Humanities visent à développer une compréhension renouvelée de la culture par le biais d'une nouvelle épistémologie, tout en se proposant d'ouvrir un dialogue sur les questions éthiques liées aux océans et à l'écologie dans un contexte de dérèglement climatique et de crise énergétique. Je crois qu'on va pouvoir passer. Donc, pour les Blue Humanities, cet espace océanique n'est pas seulement défini comme un lieu géographique ou physique, mais plutôt comme un espace culturel, politique et social qui s'immisce profondément dans l'histoire et la culture à travers les âges. L'océan ne se lit plus ici comme une simple surface, mais se révèle désormais comme un volume, et c'est justement dans cette profondeur que réside un sens symbolique nouveau. Donc Melody Dew appelle à une lecture immergée en remplaçant la surface par la profondeur. Il s'agit de lire à travers la mer, through the sea, ce qu'elle appelle, Dew appelle une amphibious scholarship. Alors, c'est une idée qui circule, et récemment, un critique danois, Søren Frank, qui a écrit une magnifique histoire littéraire des océans, définit, donc il propose une lecture comparée amphibie. Voilà sa proposition en traduction française. C'est ce que j'appelle une littérature comparée amphibie. Cette méthode se caractérise par sa capacité à recueillir les deux sortes de vie, la vie au-dessus de l'eau et la vie sous l'eau, l'humain et le non-humain, voire l'organique et l'inorganique, le préhumain et le post-humain. Plus précisément, la littérature comparée amphibique réussit à mettre l'accent sur des composantes autres que les personnages humains et les intrigues anthropogéniques. Donc apparaît ici une dimension supplémentaire, la mise en récit de l'océan en tant qu'espace de médiation et en tant qu'environnement d'interprétation. Donc les Blue Humanities se placent dans le prolongement des études maritimes qui ont fleuri dans les sciences historiques, dans le sillage de Brodel, mais qui ont été principalement centrées sur la Méditerranée. Le champ critique de la New Thalassology, développé notamment par les historiens Nicholas Horden et Peregrine Purcell, alors, il y a un ouvrage de référence qui s'appelle The Corrupting Sea, qui date de 2000, naît de la difficulté pour l'historiographie de penser la mer comme un lieu et la tendance donc de terracentrisme qui a marqué la pensée de l'histoire, et tout particulièrement la structuration en histoire nationale. L'histoire nationale, c'est une histoire terrestre. Il est important de mentionner ici les travaux des historiens français et notamment l'impulsion donnée par les travaux d'Olivier Chaline ici à la Sorbonne. Alors, on assiste depuis une dizaine d'années à un maritime turn, un tournant maritime dans les sciences historiques et plus largement dans les sciences humaines. Alors, apparaît toute une série de terminologies, alors je n'ai pas le temps de les commenter, mais en fait, finalement, c'est des sortes de perspectives complémentaires et qui regroupent, qui ensemble forment ce qu'on appelle les Blue Humanities. Mais il est important de souligner, notamment ici à l'Institut de l'Océan, que l'Oceanic Turn, en fait, a touché tous les champs du savoir. Alors, non seulement donc, dans les sciences historiques et les sciences humaines, mais évidemment, bien avant cela, dans le sillage donc, des sciences de la nature, avec le développement de disciplines comme l'océanographie, la biologie humaine, la climatologie, les sciences de l'atmosphère. Donc ici, en fait, à l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université, on a en quelque sorte un creuset de ce savoir sur l'océan, avec lequel les Blue Humanities se proposent d'établir un dialogue interdisciplinaire. Alors j'ai essayé de faire un peu une cartographie des compétences de l'Alliance Sorbonne Université qui pourrait être intéressante pour les Blue Humanities. Je vais relancer le partage parce que j'ai des messages me disant que ça ne passe plus. D'accord. Mais vas-y, tu peux continuer.
Alors, l'impulsion des Blue Humanities, donc dans les sciences humaines, a été donnée par la publication d'un livre de Paul Gilroy, The Black Atlantic, Modernity and Double Consciousness, qui date de 1993. Donc en fait, ça date quand même déjà. Et Gilroy, dans cet ouvrage, propose de remplacer les catégories analytiques de la nation ou de continent par celles d'océan. Et il propose, je le cite, de prendre l'Atlantique comme une seule unité complexe d'analyse. Donc là, c'est vraiment la proposition de prendre une perspective océanique comme outil d'analyse. Donc cette prise en compte de l'océan Atlantique en tant qu'espace d'échange dans le commerce d'esclaves, par exemple, et à tout l'héritage de ces médiations, invite et a invité à renouveler le champ des études américanistes. Donc on a parlé de Black Atlantic Studies, principalement en fait des études dans un cadre post-colonial, voire décolonial. Mais les Blue Humanities proposent d'aller plus loin en entrant en dialogue avec des domaines, d'autres domaines des Cultural Studies, tels que les Environmental Studies, les Post-Colonial Studies, les Global and Transnational Studies, et l'histoire connectée ou l'histoire partagée. Alors je suis désolé, j'emploie toute une terminologie anglaise, mais le champ se structure là-dessus. Donc il faut vraiment avoir en tête que c'est pour nous, universitaires français, c'est un changement de paradigme. On sort des études aréales et philologiques traditionnelles pour aller vers les Cultural Studies. Donc ce nouveau champ offre un glissement transdisciplinaire à l'intersection des sciences humaines, littérature, histoire principalement, des sciences sociales, géopolitique, et des sciences du vivant, biologie marine, océanographie et études environnementales. Alors le terme de Blue Humanities, je le garde aussi en anglais parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction. On pourrait parler d'océanocritique, mais je pense qu'on perdrait à ce moment-là tout un champ de justement cette idée de dialogue transdisciplinaire. Alors pourquoi appliquer les Blue Humanities à l'espace nordique? Donc là on va passer sur ce qu'on appelle l'Arctique bleu. Alors le nord circumpolaire se trouve aux avant-postes de la crise écologique et représente en quelque sorte le balcon du dérèglement climatique et géopolitique. Au climat dégradé par un réchauffement 2 ou 3 fois plus fort dans la zone arctique que pour la moyenne du globe, répondent des conflits géopolitiques accentués par de nouveaux enjeux économiques, suscités par de nouvelles routes de navigation, de nouveaux horizons en termes de ressources. Dans ce contexte de fonte des glaces, l'Arctique, donc blanc, devient bleu et offre un terrain privilégié d'études pour les Blue Humanities. Et dans ce contexte-là, le nord circumpolaire va trouver une nouvelle unité géographique et va se placer dans la continuité marine entre l'océan Atlantique et le Pacifique. En fait, donc là, ce sont les nouvelles routes qui sont en train de s'ouvrir et qui donc des conséquences évidemment essentielles dans le monde arctique, mais des conséquences aussi à l'échelle globale. On parle aujourd'hui en fait de l'émergence d'un nouvel océan. Donc il y aurait un 5e océan, un 5e monde océanique en train d'émerger, en train d'apparaître autour de l'Arctique. Alors je ne vais pas citer, citer toute la citation parce que je crois qu'on manque de temps, mais un certain nombre de chercheurs ont expliqué en fait que donc par la fonte des glaces, par l'ouverture de ces voies de navigation, l'Arctique qui était, on l'appelait déjà océan, mais en fait l'Arctique devient un monde océanique. On a parlé d'Atlantique et de Pacifique comme des pivots d'un nouvel ordre océanique du monde. On peut aujourd'hui, on doit aujourd'hui ajouter l'Arctique. Alors un Arctique dans un sens très large, pas seulement, je vais y revenir tout à l'heure, autour du 66e, au nord du 66e parallèle. Donc les caractéristiques que l'on trouvait dans les Black Atlantic Studies autour du monde atlantique, c'est-à-dire l'adoption d'un mouvement fluide et océanique, les questions de souveraineté, d'exploitation, d'exploration, on les retrouve aujourd'hui dans ce nouvel océan arctique.
Selon la chercheuse allemande Nicole Waller, l'Arctique en mutation, caractérisé donc par la fonte des glaces et une accessibilité accrue, peut être compris aujourd'hui à la fois comme un espace de transit qui relie les mondes Atlantique et Pacifique de manière inédite, et comme un monde océanique, une zone de contact à part entière. Alors j'aimerais faire un petit zoom sur cette idée de l'Arctique comme un monde océanique, c'est-à-dire en fait comme un monde habité. Et il est important de rappeler que l'Arctique est aussi, c'est une terre d'exploration, mais c'est aussi, enfin un espace d'exploration, mais c'est aussi un espace habité de vie humaine et de vie animale. Et les populations autochtones parlent elles-mêmes d'un monde arctique. Donc ici, on pourrait citer les travaux de Kuptana Rosemary, donc une auteure inuite contemporaine, qui, elle, parle d'une mer inuite, c'est-à-dire qui océanise le monde arctique circumpolaire. Donc là, les notions de territoire, de frontières, sont redéfinies, rediscutées, avec en plus une composante tout à fait fascinante, qui est la prise en compte de la matérialité de ce monde, et donc de la question de son habitabilité. Puisqu'on a ici un espace qui va, en termes matériels, qui va se transformer au fil des saisons, donc avec la fonte de la glace, et puis, selon à quel moment on se trouve dans l'année, mais qui est aussi en train de se transformer avec justement le dérèglement climatique. Alors j'aimerais revenir un peu à la poésie, citer une poétesse Innu, Natacha Canapé-Fontaine, qui témoigne magnifiquement de ce couplage eau-terre-atmosphère dans l'espace arctique. Alors, dans un court silence, je quémanderai une trêve, celle de mes batailles et de ces enjambées populaires. Déjà le soleil haut et la lune tambour tournoient au-dessus de mon corps. Territoire, lande, berceau. Et ici, l'expression territoire, lande, berceau, en fait, capte cette question de ce couplage eau-terre-atmosphère, la question de l'habitabilité de cet espace. Donc c'est une question marine, c'est une question terrestre, mais c'est aussi une question qui touche à la place de l'humain par rapport à l'atmosphère. Michel Serres, dans son essai qui s'intitule « Habiter », écrivait « Contrairement à ce que disent les terriens, les marins n'habitent point principalement l'eau, douce ou salée, mais ils hantent le vent. » Donc, l'Arctique, ce monde océanique arctique, est un espace liminal, composé de terre et d'eau, dans lesquels la frontière entre le solide, le liquide et le fluide disparaît. Cet espace peut être appelé un espace terraqué, donc terra aqua, c'est-à-dire un Arctique bleu, habitable, dans lequel les frontières, le littoral, les archipels sont en constante redéfinition. En fait, on est ici dans un espace, dans un monde océanique qui fonctionne comme un environnement médiatique et qui nous invite à repenser en fait notre relation au territoire. Et je cite ici, on peut passer peut-être à la suivante, parce que j'essaye d'avancer. On peut citer l'idée de terre-océane, sous la plume de Kenneth White, du poète écossais Kenneth White, l'idée d'une poétique de l'eau planétaire. Donc vous voyez que là, le terme de planète se trouve un sens nouveau. Donc, les poètes de l'espace nordique nous invitent à penser la mer comme un territoire habitable dans lequel il est possible d'atterrir, pour reprendre l'expression de Bruno Latour. Il faudrait peut-être dire dans lequel il est possible d'amérir. Ils reprennent ainsi à de nouveaux frais les conditions et les modalités de notre être au monde et nous invitent à donc repenser les notions de frontières et de territoire. Alors, on pourrait développer même sur les concepts, sur les visions du monde. Dans le monde inuit, on parle d'Inuit Nunangat, dans lequel le territoire, c'est la terre, c'est l'eau, mais c'est aussi la glace. Donc on a là ici des
catégories qui sont nouvelles, en tout cas dans notre vision, je dirais continentale, et qui posent évidemment des problèmes sur les questions de souveraineté, d'appartenance. Donc, ce monde océanique peut être vu comme un espace de connexion entre des communautés au-delà des frontières nationales, dans un environnement singulier, qui est celui d'un environnement marin, mais aussi fait de glace, qui est celui de l'espace arctique. Donc finalement, une question se pose, en quoi l'eau a-t-elle métamorphosé l'espace arctique? Cette eau qui, de blanche, est en train de devenir bleue. Alors, venons-en au projet. Ici, donc, la proposition, c'est une proposition de transposition des Atlantic Studies aux Arctic Studies, alors dans un sens nouveau, parce que les études arctiques existent déjà, dans un sens océanique, c'est-à-dire où on considérerait l'Arctique comme un dénominateur culturel unifiant. Un dénominateur culturel unifiant. Et nous proposons en fait, pour initier le dialogue, parce que la question qu'on se pose avec les chercheurs dans les domaines des sciences humaines, mais aussi sociales et des sciences de la nature, c'est comment travailler ensemble, quelles sont nos questions communes, et peut-être la question centrale, la question qui réunit nos réflexions, c'est la question de l'habitabilité. Donc on poserait la question, l'Arctique bleu serait-il un monde habité? Donc évidemment, il va falloir prendre en compte, on prend en compte les travaux des anthropologues sur les populations autochtones et donner une voix aux récits autochtones, mais également donc des questions de savoir, d'épistémologie, de représentation, d'esthétique, et de souveraineté, puisque les questions géopolitiques ici sont absolument essentielles et ce sont des enjeux contemporains. Donc notre proposition, c'est d'étudier un triple discours sur l'Arctique bleu, le discours scientifique, le discours littéraire et le discours géopolitique, et de créer donc une archive de l'Arctique bleu. Alors ça peut paraître très ambitieux, parce que c'est évidemment... comment pouvons-nous définir les frontières de ces discours? Alors, on a une proposition en fait assez concrète, qui est déjà de délimiter un espace, finalement, là on revient à un espace géographique, mais donc en posant la question, est-ce que c'est un espace culturel, de l'ensemble des textes qui décrivent, qui parlent, qui sont en lien avec cet espace bleu, cet espace maritime, autour du 60 degrés nord. Alors, je ne vais pas discuter pourquoi 60 et pourquoi pas 58 et pourquoi pas 62, mais 62, mais bon, c'est une proposition de travail. Donc là, on définit un espace bleu arctique. Une autre représentation de la carte, alors c'est intéressant parce que là, notre Arctique bleu, il est toujours blanc sur la carte. Donc on voit bien qu'on est dans un changement de couleur et que c'est un changement très important, pas seulement symbolique. Et Christophe... Ouais. Et en fait, on se propose, là, on est en train de développer un pilote, parce qu'on se dit, c'est une somme de textes a priori colossale. Mais alors, on a une chance assez incroyable, c'est qu'en fait, à Paris, et c'est unique au monde, se trouvent, dans un rayon d'1,5 kilomètre, 4 bibliothèques, 4 fonds. Le fonds de la Bibliothèque nordique de Paris, le fonds de la Bulac à l'INALCO, les archives du Centre Arctique Jean Mallory à l'EHESS et la bibliothèque Gaston Miron, donc d'études québécoises, qui rassemblent en fait cet article littéraire. C'est-à-dire que les collections ont en quelque sorte précédé la théorisation de l'article que je propose. Donc en fait, on a, sans avoir besoin de voyager, on a à disposition déjà un ensemble de textes, un corpus, que l'on peut étudier et qu'on a commencé à étudier avec différents outils. Donc on a une archive de cet article littéraire bleu à Paris, et c'est unique. C'est-à-dire que les Scandinaves n'ont pas ça. Il faut se déplacer entre les différents pays, les différentes bibliothèques nationales. On est les seuls au monde à avoir ça. Donc on va exploiter ce corpus, et on va l'exploiter avec des outils que Sorbonne Université nous met à disposition. Donc
cet article bleu littéraire, on propose de l'ancrer dans 3 instituts, l'Institut de l'Océan, l'Institut de la transition environnementale. Je n'ai pas eu le temps de développer sur cette dimension de transition, mais c'est évident, cet ancrage-là, et des outils pour analyser le corpus développés par Sky, des outils en fait qui sont déjà existants et qu'on espère pouvoir continuer à développer. Alors c'est un projet qui est aussi développé en collaboration avec le PHE, donc ma collègue Alessia Bauer, directrice d'études à l'EPHE, est présente aujourd'hui, merci, et développe le projet avec nous. Et puis on a aussi une coopération qui se développe avec l'ENS. Oui, on fonctionne dans finalement un rayon géographique extrêmement réduit, et ça permet de commencer le travail immédiatement. Et peut-être le dernier slide, c'est l'annonce en fait des séminaires de travail. C'est aussi une invitation pour tous. Donc on a mis en place un séminaire mensuel pour réfléchir à la méthodologie des Blue Humanities et à la question de l'Arctique dans cette perspective-là. On a une première séance le 10 novembre, ouverte notamment par notre collègue et ami Roberto Casati, le philosophe de l'océan, et une séance demain. Donc si vous ne savez pas quoi faire demain après-midi, nous accueillons Bertrand Westphal de l'Université de Limoges, qui va lire des romans policiers suédois sous l'angle des Blue Humanities, et notre collègue de l'Université d'Oslo, Hélène Krefting, sur les Maritime Modernities. Et puis il y a tout un programme sur l'année. Si vous le voulez, vous m'écrivez et je vous l'envoie. Les séminaires ont lieu à l'école pratique des hautes études, mais on peut aussi les suivre en ligne. Donc vous êtes tous les bienvenus. Merci. Merci Sylvain. Y a-t-il des questions pour Sylvain sur les Blue Humanities, les Blue Arctic Humanities? Oui, Sylvie. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je me posais une question, avec toute mon ignorance sur le domaine. Comment est-ce qu'on aborde la culture inuite et par rapport à la littérature et d'autres façons, comme la transmission de leurs mythes? Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, sur la culture inuite, on a la chance quand même d'avoir déjà tout un travail d'anthropologues qui nous permettent déjà de mieux connaître cette culture, et aussi des efforts récents pour faire de publication et de diffusion de la littérature inuite et de façon générale des littératures des populations autochtones dans tout cet espace. Mais on a quand même un défi, c'est qu'a priori, ce sont des littératures orales. Donc le passage à l'écrit et la publication, en fait, modifient les modes d'expression artistique. Alors, donc, il y a des travaux importants, notamment à l'UQAM, à Montréal, de publication, de traduction et de diffusion des littératures autochtones du monde arctique. Mais il faut aussi se méfier de ne pas seulement les lire avec un regard extérieur, en fait, un regard exogène, et finalement un regard qui est perçu comme un regard colonial. Et la publication, l'ouvrage, un livre publié, donc écrit, c'est a priori pas le mode traditionnel d'expression artistique. Et là, je crois que c'est une question plus générale aussi des Blue Humanities. En fait, c'est que le livre, il disparaît au contact de l'élément liquide. Donc, c'est une pensée, c'est un objet terrestre. Il y a d'ailleurs des écrivains, notamment un écrivain des îles Féroé, qui travaille qui écrit des livres et qu'elle plonge dans l'eau, donc qui réfléchit sur la matérialité du livre. Mais en effet, donc, tout notre appareil pour aborder la culture, il va falloir l'interroger dans les Blue Humanities. Le projet, il ciblait des bibliothèques. Bah oui. Donc il y a tout ce domaine-là. Il faudrait peut-être penser dès maintenant dans le projet. Oui. Alors après, il y a quand même des collections qui existent. Justement, dans ces collections, on a des livres qui ont été, d'anthropologues, de collections de littérature orale, etc. Donc là, on travaille par la médiation de ces travaux, parce qu'on ne peut pas tout... Puis il y a aussi une deuxième question. Alors moi, ça m'intéresserait beaucoup d'en discuter avec tous. C'est un projet sur l'écologie, qui touche
des questions environnementales. Qu'est-ce qu'on fait de notre bilan carbone? C'est-à-dire qu'évidemment, on aimerait bien chercher des fonds pour aller passer 2 mois rencontrer au contact des cultures autochtones, mais le coût, le bilan carbone des déplacements, est-ce qu'on peut raisonnablement dépenser prendre l'avion de façon répétée pour aller, pour développer un projet qui justement montre, essaye de faire prendre conscience de l'impact majeur du dérèglement climatique sur ces cultures-là. Donc là, il y a aussi des problématiques dans le développement du projet qu'il va falloir définir, questionner. Oui, bonjour. Voilà, moi je suis Émilie Maria Roy, je suis anthropologue et j'aurais une suggestion et une question à vous poser. Tout d'abord, donc concernant et merci pour votre présentation, c'est tout à fait intéressant, toutes ces perspectives. Je pensais, dans les lieux d'archives, je voulais vous suggérer peut-être d'ajouter à ces écosystèmes documentaires 2 bibliothèques du Muséum national d'histoire naturelle qui sont aussi dans un périmètre particulièrement proche. Il y a d'une part le Fonds polaire Jean Mallory, la bibliothèque centrale du muséum, et d'autre part la bibliothèque d'anthropologie maritime, donc qui est une bibliothèque spécialisée dont je suis responsable et qui a été créée par Aliette Geisdorfer, qui était une des fondatrices de l'anthropologie maritime en France. Donc c'était juste une suggestion, parce que voilà, nous on serait ravis au muséum de pouvoir aussi dialoguer avec vos travaux. Et par ailleurs, la question que je voulais vous soumettre, c'était sur ce lien entre autochtonie et anthropologie. Pour ma part, donc j'ai travaillé et fait mes études de recherche en doctorat en Islande, et j'ai pas du tout travaillé sur ces questions autochtones. Et je me dis, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas élargir aussi on parle d'habitabilité, et justement aux habitants autres qu'autochtones de ces régions arctiques, les Norvégiens, les Finlandais, les Islandais, les Féringiens, etc. Est-ce qu'il y a vraiment une focale qui portera exclusivement sur, et peut-être plus étroitement, mais à juste titre, c'est tout à fait essentiel, parce que là, elles sont vraiment localisées dans l'Arctique, ou est-ce qu'on peut élargir la focale? Parce que vous citiez quand même des travaux, et des créations littéraires plus de la Scandinavie continentale, et voilà, de populations qui ne sont pas des populations autochtones. Donc voilà. Merci beaucoup d'abord pour la suggestion. Alors je vais immédiatement rajouter les 2 bibliothèques. Alors j'ai eu la chance, vous m'avez ouvert la porte de votre bibliothèque la semaine dernière, et je me suis tout de suite dit qu'en effet, si on a 5 fonds, c'est encore mieux, et c'est encore plus spécifique de l'écosystème parisien. Donc ma réponse c'est tout de suite oui, ça nous intéresse, et ce sera tout à fait complémentaire. Sur votre question, alors on a mis là, finalement on a un peu plus développé sur la dimension autochtone, mais c'était aussi pour aller à la rencontre d'autres visions. Mais en fait la proposition, c'est pour ça que mon 60 degrés, il est là. Si vous regardez bien, l'avantage du 60 degrés, c'est qu'on a l'espace baltique qui est placé dans le prolongement. En fait. Donc le monde océanique arctique, dans cette définition-là, il inclut la Baltique. Et la Baltique est une sorte de sous-espace, puisqu'il y a quand même il y a des passages. Et la proposition de voir en quelque sorte large, c'est-à-dire d'étendre de part avec cet élément commun qu'est l'océan, c'est justement de proposer un dialogue entre deux traditions universitaires, celle des études arctiques d'un côté, et l'autre des études nordiques ou des études scandinaves. Et donc la volonté, d'ailleurs moi je viens de l'autre espace, si vous voulez, je viens des études scandinaves, mais à mon sens aujourd'hui, lorsqu'on aborde la question, notamment dans l'enseignement des études scandinaves, on doit s'ouvrir à l'espace arctique, parce qu'il y a un changement de paradigme qui est évident. Donc en fait la proposition c'est justement de comparer toutes les expressions culturelles de cet espace. Et donc ça inclut
des expressions, par exemple de littérature suédoise, finlandaise, norvégienne ou islandaise, avec la poésie inuit, yakout, tchouktch, etc. Enfin, vous voyez que là, on a finalement un défi qui est tout un espace culturel qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été comparé. C'est-à-dire que ce sont des disciplines séparées. Et il va falloir réunir des compétences linguistiques et culturelles extrêmement larges. Mais c'est peut-être aussi ça, c'est ça qui est aussi stimulant, c'est que les Blue Humanities nous amènent à ne plus penser en termes de nation, d'espace régional, tel qu'on l'a fait traditionnellement, mais d'une autre manière. Et donc la proposition, c'est d'aller au-delà de la séparation et de proposer un espace de dialogue.